Abidjan, ville durable, ça vous évoque quoi? Je vous pose cette question parce que quand on vit à Abidjan, quand on arrive à Abidjan, c'est vrai que le développement durable, c'est pas ce qui nous saute aux yeux tout de suite. Si cette réunion s'était passée un soir de semaine à l'heure de pointe, beaucoup d'entre vous se seraient posé la question de vous rendre ici, les embouteillages, le stationnement, finalement le stress aurait pris le dessus sur l'envie d'assister à ces présentations. Bon, est-ce qu'on reparle de la lagune, de la couleur de la lagune? Qui se baignerait dans la lagune aujourd'hui? Les déchets sur la plage. Bon, en réalité, nous connaissons tous la situation et le désastre écologique que nous constatons aujourd'hui sur l'environnement. Donc, en réalité, ce soir, nous sommes là pour réfléchir ensemble à des solutions et surtout agir. D'ailleurs, je vous propose un tour d'horizon de ce qui fonctionne bien déjà à Abidjan et des initiatives qui sont déjà en place. 1000 bennes supplémentaires et beaucoup de poubelles ont été rajoutées pour justement améliorer la collecte des déchets. Et on a réussi avec ça à augmenter de 20% justement le taux de collecte dans les quartiers, dans les communes d'Abidjan. Savez-vous qu'il y a des bus électriques qui fonctionnent à l'université au Fouet-de-Boigny, qui desservent l'université la journée et se rechargent la nuit grâce à l'énergie solaire qui est stockée dans des batteries. Les compteurs intelligents proposés par CIE, la SODECI, qui permettent une meilleure gestion de la distribution et de la consommation. De l'éclairage public, basse consommation, à base de panneaux solaires à Grand Bassam. Les transports lagunaires, qui d'une certaine manière desservent les quartiers et les communes d'Abidjan en désengorgeant les axes principaux. Le projet de métro, qui va aussi permettre de fluidifier l'axe nord-sud de Abidjan. Je voudrais aussi signaler les belles initiatives de la Côte d'Ivoire, notamment un décret qui, dans quelques mois, va permettre à chacun d'entre nous de devenir producteur d'énergie d'origine renouvelable, grâce au décret d'autoproduction porté par le ministère de l'Énergie. Enfin, je voudrais signaler que depuis juin 2019, le Code de la construction et de l'habitat intègre les contraintes environnementales et les notions de performance énergétique pour les nouvelles constructions. Alors, toutes ces actions, elles sont évidemment très positives. Il faut maintenant les intégrer dans un plan cohérent et global pour inventer la ville de demain. Alors, prenons un peu de recul et regardons ce qui se passe à l'échelle de la planète. Depuis 2017, plus de la moitié de la population vit en ville et 200 000 personnes y déménagent chaque jour. En 2050, ce sera 70% de la population mondiale qui vivra dans les villes, ce qui représente environ 3 milliards de personnes à loger en plus dans les villes. Donc 3 milliards, c'est deux fois la population de la Chine actuelle. Si on rajoute à ça le fait que les villes sont très inefficaces aujourd'hui, elles contribuent à plus de la moitié des émissions de CO2 à l'échelle de la planète. Les pertes liées à l'énergie représentent 270 milliards d'euros par an. La nourriture, c'est 170 milliards d'euros par an. La pollution de l'air, 100 milliards. Les embouteillages, 100 milliards. Si le statu quo est maintenu, si rien ne change, si nous ne faisons rien, en 2050, il faudra l'équivalent de 3 planètes Terre pour alimenter les villes. Revenons en Afrique. Sur le phénomène démographique, l'Afrique est la force motrice de ce mouvement. En 2050, la population du continent aura été multipliée par 2. Et à la même période, l'essentiel du continent vivra en ville. Donc en Côte d'Ivoire, à Abidjan, ce que nous constatons aujourd'hui déjà, cette pression démographique et tous les dégâts écologiques que nous constatons vont s'accélérer. En réalité, tout s'accélère. Et on ne pourra plus faire face, comme on le fait aujourd'hui, face à cette croissance organique. Par exemple, si on parle de logement, on va dire on va étendre la ville, donc on va construire des logements. Donc qui dit des logements, il va falloir optimiser les transports, donc on va construire des réseaux, de l'assainissement, des réseaux électriques. Souvent, ils n'arrivent pas en même temps d'ailleurs.
Et finalement, 2 ans après, la route, elle est trop petite, elle est saturée. Et là, vous aurez complètement abandonné l'idée de venir à une conférence au plateau à l'heure de pointe. Donc, comment fait-on pour gérer cette transition vers les villes nouvelles et la nouvelle urbanisation? Regardons là aussi ce qui se passe à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, il y a 3 grandes catégories d'approches. Il y a ce qu'on appelle le phénomène global de transition, qui a été initié par Rob Hopkins en 2006 et auquel adhèrent 1000 villes dans le monde. Ça consiste en quoi? Ça consiste à se réapproprier son économie, ses ressources, ses valeurs, y compris ses valeurs culturelles, ses spécificités, pour mieux appréhender le développement et mieux faire face aux enjeux logistiques à venir. Il y a aussi l'éclosion de villes nouvelles, comme au Sénégal, à Singapour, en Suède. Alors là, j'allais dire, c'est un peu plus simple parce qu'elles intègrent, dès leur conception, les fondamentaux d'une meilleure qualité de vie, du respect de l'environnement et les nouvelles technologies. Excusez-moi. Dernière approche, elle est plus locale, c'est ce qu'on appelle les écoquartiers. Alors les écoquartiers, c'est de véritables incubateurs de bonnes pratiques où naissent de l'autoproduction de biens et de services, et tout ça sous l'œil bienveillant des autorités, qui ont compris que c'est sur ces initiatives locales que vont peut-être naître les idées qui vont devenir universelles pour demain. Mais finalement, ces 3 approches, elles se rejoignent sur une même ambition, j'allais dire une même vision. La vision d'une ville durable, une nouvelle urbanisation éco-responsable et soutenable, comme disent les Anglais. Ce qui m'amène à vous parler de la Smart City, la ville intelligente. Vous entendez ce terme depuis une quinzaine d'années maintenant. Alors, on y a mis un peu de tout et n'importe quoi derrière ce terme. En réalité, moi, je le reformule en disant ça consiste à mettre de l'intelligence au service de la ville et de ses citoyens. Si on revient à Abidjan, nous qui sommes habitants d'Abidjan, qu'est-ce qu'on attend en termes de mobilité? Donc, se déplacer plus facilement, avoir des transports publics qui fonctionnent, non polluants, c'est possible, plus fréquents. Qu'est-ce qu'on cherche? À être dans des trajets qui ne dépassent pas 20 minutes entre son lieu de travail, l'école, le loisir. En termes de logement, on veut habiter dans des bâtiments bioclimatiques, écologiques, autonomes, qui respectent les impacts environnementaux, sur lesquels la performance énergétique est contrôlée grâce aux compteurs intelligents. On veut que ce soit une ville sûre, partout, pour tous. On veut qu'il y ait une gestion des déchets optimisée. Sachez que, par exemple, à Barcelone, vous avez des bacs de collecte en surface qui permettent de faire le tri, qui sont interconnectés sous terre et qui amènent directement les déchets dans les stations de traitement. Donc ça, c'est formidable et ça existe. En termes de stationnement, par exemple, à Dubaï, vous avez des bornes interconnectées qui vous indiquent où sont les places libres quand vous approchez d'une zone de stationnement. Bref, la technologie, aujourd'hui, permet de construire des villes intelligentes. Alors, pourquoi, aujourd'hui, nous n'y arrivons pas? Parce qu'en réalité, ces fondamentaux que je viens de citer, le logement, la mobilité, la santé, la gestion des déchets, doivent être couplés à une vision politique. Et c'est en couplant cette vision politique avec ces fondamentaux, le tout supporté par des nouvelles technologies, que nous verrons l'avènement des smart cities, des villes intelligentes. Alors comment y arriver? Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, mais je vais essayer de vous donner le chemin le plus court. En réalité, pour construire une ville intelligente, ça commence par le déploiement d'un système. Imaginez que sur notre corps, il y ait tout un tas de capteurs
qui en permanence nous indique les constantes vitales de notre corps, l'état de nos articulations, de notre sang, etc. Donc, et qui ramène ça au médecin, qui sait en permanence ce qui se passe sur notre corps. Reconnaissez que ça permettrait de prévenir les maladies, les accidents, etc. Donc, d'une certaine manière, d'être un peu plus durable. Alors finalement, une ville, c'est aussi un corps vivant. Et donc, si on veut savoir ce qui s'y passe, il faut pouvoir le mesurer, et donc il faut déployer un système. Parce qu'en fait, on ne contrôle bien que ce qu'on mesure. Alors, quand je dis ça, évidemment, une ville intelligente ne se limite pas à une série de capteurs qui remontent des informations vers une intelligence artificielle. Il faut que ces données qui remontent, qu'elles soient techniques, qu'elles soient privées, individuelles, soient analysées, traitées, transformées. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elles servent au pouvoir public pour alimenter une vision, vérifier que ce qui se passe sur le terrain est conforme avec ce qui a été planifié, et pouvoir également déclencher des actions au profit des citoyens. Il faut également que ces informations soient transformées pour qu'on puisse créer des applications utiles pour les citoyens. Donc, par exemple, je me promène dans la rue, je vois un tas d'ordures, je peux le prendre en photo, le géolocaliser, et j'envoie ça directement au service concerné qui va pouvoir planifier l'enlèvement des ordures en question. Donc c'est des applications toutes simples aujourd'hui qui peuvent exister et qu'il faut créer. Si on prend la mobilité, par exemple, si ça n'arrive jamais à Abidjan, il y a un convoi exceptionnel. Et les voies sont bloquées. Bon, on reste quelques heures dans la voiture, mais ça n'arrive jamais à Abidjan. Si on recevait un message qui nous indiquait que tels axes allaient être coupés à telle heure, on pourrait réorganiser notre parcours, choisir un autre itinéraire ou décaler notre heure de départ. Bref, vous voyez qu'il y a beaucoup d'applications possibles en termes de nouveaux usages numériques à destination des usagers. Alors, pour conclure, je voudrais reparler de la vision politique, parce qu'en réalité, tout part de là. Il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait des gens qui soient informés des nouvelles technologies, des nouvelles pratiques. Et de ce point de vue-là, je voudrais dire deux mots sur le rôle du club Abidjan Ville Durable, puisque, quelque part, nous sommes aux côtés des pouvoirs publics, aux côtés des universités, aux côtés des écoles, aux côtés des prescripteurs, pour élaborer avec eux une vision co-construite de la ville de demain. Et notre souhait, c'est que ça se fasse le plus rapidement possible. Plus nous serons nombreux à le vouloir, plus ça se produira. Enfin, je voudrais dire deux mots sur la formation. La formation sur deux points. Vous avez vu que ces villes durables vont permettre donc d'élaborer des visions et d'élaborer de nouveaux usages numériques pour les citoyens. Les citoyens vont donc devenir des acteurs, encore plus des acteurs de leur ville. Ça veut dire que le devoir civique, qui est le nôtre, mais qui est celui aussi des nouvelles générations, doit redevenir une valeur centrale de la formation dès le plus jeune âge. Le deuxième volet que je voudrais évoquer sur la formation, c'est les métiers techniques. J'ai parlé de réseaux intelligents, j'ai parlé d'usage numérique, j'ai parlé d'applications, j'ai parlé de déploiement de réseaux télécoms, etc. Eh bien, tous ces métiers-là, ils existent, mais il va falloir en créer. Et de ce point de vue-là, je crois que la Côte d'Ivoire présente tous les atouts pour être vraiment le terreau favorable au développement de ces nouveaux métiers et le développement de nouvelles applications pour ces nouveaux usages numériques.
Donc pour finir, je voudrais conclure sur cette phrase que certains d'entre vous connaissent sûrement. C'est « Soyons le changement que nous voulons pour le monde ». C'est Gandhi qui l'a dit. Merci de votre attention.